on reprend le débat ici en présentiel, mais vous avez sorti l'article 51 qu'il a sorti tout à l'heure. Si vous pouvez revenir sur son contenu de la charte de la transition, bien entendu, pour que l'opinion sache effectivement ce que Baïla a voulu dire. Allez-y, Boubacar Sansobaï. L'article 51. Il y a la lecture de la loi, il y a sa compréhension, mais aussi son interprétation. D'accord, mais il n'a qu'à lire. En attendant, je vais la lire. Voilà. Il y aura aussi la compréhension de tout et chacun. L'article 51 de la charte de la transition dispose: le Premier ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale. Il dispose de l'administration. Il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie nationale, des finances publiques et domaines de l'État, des entreprises et des organismes publics. Il assure l'exécution des lois et règlements. Il veille à l'application des décisions de justice. L'exécution des lois et veille à l'application des décisions de justice. Oui, d'accord. Alors, les termes sont clairs. Oui. On va avancer. L'autre... Oui, Kerno, vous avez levé le petit doigt. C'est justement, on peut passer. Oui. Ouais. Alors, on va s'intéresser donc... selon vous, je reste donc avec vous, qu'est-ce qui peut occasionner cette crise, Kerno Amadou Kamara? Est-ce que c'est lié aux différentes actions entreprise par le Premier ministre pour montrer qu'il est le véritable chef de gouvernement, ou bien c'est parce que chaque ministre veut montrer que c'est lui qui est soucieux de la bonne marche de la transition, parce qu'on se rappelle quand même de la dissolution du FNDC et l'invitation des responsables de la même structure par le Premier ministre quand à un moment donné la situation s'était crispée avec l'arrestation de Abdoul Sako. On a vu que des aménagements avaient été faits pour que Abdoul Sako... La réhabilitation tacite du FNDC. Du FNDC. C'est ce que nous avons dit et ça a commencé à créer de la cassure. Est-ce que c'est parce que chacun veut montrer sa loyauté vis-à-vis de son mentor, ou tout au moins, selon vous, qu'est-ce qui peut occasionner cela? Non, vous savez, il y a d'abord, et ça c'est important, c'est à ce niveau qu'il faut rappeler ça, que ce n'est pas le premier bras de fer. On se souvient qu'à distance, le ministre avait dit que le Premier ministre ne recevait pas les magistrats à l'époque. Il y a eu un débat similaire. Est-ce que oui ou non c'est dans ses prérogatives? Et donc, ce n'est pas la première fois qu'il va en clash avec son Premier ministre. Et vous savez aussi, nous médias, dans les infos de couloir que nous recevons, il y a un moment où Charles ne pouvait pas rentrer dans le bureau de Gomo avec son téléphone. Parce qu'il y a encore dans les esprits l'enregistrement. Il y a tout ça entre... C'est-à-dire que c'est une administration, un gouvernement où vraiment le climat est délétère. Le climat est délétère depuis longtemps et on a entretenu ça. On se dirait, et ça ce n'est pas exagéré, dans la cour du roi Péto. Parce que je ne peux pas imaginer que tout ça se passe alors qu'il y a un chef de famille qui est là. D'abord, on se joue de son autorité. Je pense que si des choses comme ça sont possibles, c'est-à-dire que si vos enfants sont capables de faire ça à votre retour du boulot de soir, c'est parce que d'abord, ils n'ont pas de respect pour vous. Sinon, quand vous venez, tout le monde rentre dans sa coquille. Je ne peux pas comprendre qu'un ministre de la Justice décide d'avoir un bras de fer avec son Premier ministre dans des situations de ce genre. Donc, la cause, ça ne peut être que, d'abord, à l'intérieur du gouvernement, il y a ce mur qui existe, ou ces murs qui existent. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le chef de l'État n'a pas veillé pendant tout ce temps à résoudre ce problème et à donner pleinement au Premier ministre la plénitude de ses prérogatives. Non, pas ses prérogatives, mais la force et l'autorité qu'il devait donner. C'est comme vous donnez à quelqu'un la tête et lui retirer la langue. Et cette maladie, cette gangrène-là, elle existait depuis très longtemps. On a vu avec le président Alpha Condé, où il vous nommait président, et ensuite, il vous nommait, excusez-moi, il ne pouvait pas nommer président. Il vous nommait ministre, après il nomme quelqu'un directeur, mais quand il a besoin du directeur, il appelle le directeur directement. Il deal avec ses directeurs, et ça fait que parfois des directeurs n'ont pas d'ego pour leur ministre. Ça s'est passé ici. Avec le président Mamadi Doumbouya, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Vous avez un Premier ministre et vous avez des ministres, des super ministres qui sont à côté, qui prennent directement des ordres sur le président. En tout cas, c'est ce qu'on nous montre. Et la présidence peut directement rencontrer les DAF.
pas rencontrer les ministres. La présidence de la République rencontre directement les DAF qui sont sous l'autorité du gouvernement, sous l'autorité du ministre du budget. Ouais. Et donc, ce chamboulement-là, comment on appelle cette désarticulation-là du fonctionnement de l'administration est restée, malheureusement, et Mamadi Doumbouya ne semble pas avoir les moyens aujourd'hui de restaurer ça avant son départ. Si en tout cas on devait respecter le chronogramme et le délai de la transition. Le compromis dynamique. Exactement. Donc ça c'est un premier malheur. Mais il y a quand même des mesures palliatives qu'on pourrait avoir, parce que cette histoire, c'est que chacun dans le courrier, chacun se présente comme le saint en réalité. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de cette transition pour que la lutte contre la corruption dont on parle, qui est le bouc émissaire de cette action de Charlotte, contre le détournement, qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour lutter contre ça? Il y a la loi Falcon, la loi sur prévention, détention et répression de la corruption. Voilà. Et répression de la corruption. Et des infractions assimilées. Oui. Et on se souvient de la rentrée, l'avant-dernière rentrée de Dioma. Vous aviez comme invité le Premier ministre. Et vous avez vu, à l'époque, il n'avait pas encore la main sur les dossiers. On pouvait le pardonner pour beaucoup de couacs dans cette émission-là. Mais vous vous souvenez quand la question lui a été posée par rapport à la déclaration des biens. Le Premier ministre a semblé dire que non, la loi elle est mieux sur ça. Et donc, si on n'a pas déclaré les biens, c'est pas interdit et tout ça. Ouais, mais même le porte-parole du gouvernement l'a défendu dans cette émission. Et même le ministre de la Justice. Alors que dans cette loi, l'article 25. Il n'y a pas de cadre juridique. Alors que dans cette loi... l'article 25 de l'obligation de déclaration du patrimoine et de conflit d'intérêts. C'est l'article 25 qui le dit. Et ça, c'est pour les hautes personnalités et les hauts fonctionnaires non visés par l'article 36 de la Constitution qui occupent un poste, les autres cadres devaient le faire. Mais aujourd'hui, là où les ministres même n'ont pas déclaré, est-ce qu'il y a un seul directeur qui déclare son patrimoine? Pas du tout. C'est-à-dire que ça ne se résout pas dans les propos, dans les injonctions, ça se résout dans les réformes. Dans les réformes et dans le... Il y a bel et bien une loi qui le dit. Exactement. On a aujourd'hui... On dit non, que ce n'est pas... Non, même si ça n'existait pas, c'est d'ordre éthique. Il y a des choses que vous faites parfois. Bernard, que vous défendez, il a présenté ça. On ne défend personne. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Allez-y, oui. Il y a aujourd'hui, comment ça s'appelle, le secrétariat général, ou bien ils ont changé de nom, je pense, en tout cas, qui est chargé de la lutte contre la corruption, qui est logé directement à la présidence, qui lutte contre la corruption et les pratiques assimilées. Ensuite, vous avez la CRIEF. Ensuite, vous avez les cours et tribunaux. Ensuite, vous avez tellement d'instances. Vous avez la CENTIF, vous avez la Cour des comptes. Vous avez le vérificateur général. Le vérificateur général. Vous avez l'inspection générale d'État. Vous avez l'inspection générale des finances. Vous avez l'Assemblée même qui fait aussi du contrôle parlementaire. Et le CNT qui existe. Vous avez tous ces instruments. Toutes ces batteries. Vous ne parvenez pas à les mettre en musique pour lutter suffisamment contre la corruption et le détournement, mais que ce sont des ministres, parce que Bernard Gomou lui-même, il peut être poursuivi pour des cas de détournement et de corruption. C'est possible parce que c'est un premier ministre, c'est un cadre de l'État. Et le ministre de la Justice lui-même. Et tous les deux, à des moments donnés, ont été trempés dans des dossiers de soupçon de corruption ou de détournement. Que ce soit Charles Wright par rapport à ses déplacements à l'intérieur du pays, que par rapport au chantier qu'il a ouvert ça et là, ou la gestion même du chantier qui abrite aujourd'hui le procès du 28 septembre. Il y a eu des soupçons qui ont été révélés dans la presse. Le Premier ministre lui-même, par rapport à la rénovation du siège, ça a été fait. Mais que ce soit ceux-là qui viennent se porter en saint et en défenseur de la lutte contre la corruption et le détournement, ça devait être fait dans les réformes. Et c'est seulement à ce niveau-là qu'il faut le faire. C'est seulement à ce niveau. Mais quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ce pourrissement, Habib Marouane? Il y a deux facteurs essentiels. Le premier. Premièrement, il y a la question de légitimité des uns. Et deuxièmement, il y a aussi la question de proximité des autres. La légitimité, c'est ce qui, dans l'entourage de Mamadi ou dans son attelage gouvernemental, qui s'estime être mieux que les autres, du point de vue compétence, du point de vue parcours académique, mais aussi du point de vue mérite. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas triché pour être à ce poste. Donc, c'est des gens qui ont gravi tous les gestionnaires pour se retrouver à ce niveau. Il y a des frustrations internes. Vous allez voir des ministères, il y a des gens, des individus, des hauts commis de l'État qui ne se sentent pas à l'aise
aux endroits où ils sont affectés. Ah bon? Et ça affaisse aujourd'hui la solidarité, mais aussi la cohésion au sein du gouvernement. Donc, du point de vue légitimité, la seconde chose, ou le second facteur de cette déchirure au sommet de l'État, c'est la question de proximité avec le chef de l'État. Il y a des gens qui jouissent de cela, de ce privilège, d'être amis du président, amis d'enfance du président, n'ayant aucune compétence, aucune connaissance de l'État. Aujourd'hui, qui surplombent tous les autres, qui ne tiennent pas compte de tous les facteurs qui peuvent les amener à s'imposer, mais ils s'imposent compte tenu de leur facteur, de leur proximité avec le président de la République. Le critère de proximité. Cela s'explique. Maintenant, il y a une catégorie très minime, très insignifiante, très infime, et voire même inexistante. C'est cette catégorie qui se base sur des principes, qui se base sur la droiture, qui se base sur ce que je pourrais appeler la sincérité pour défendre ce qu'on appelle l'intérêt général. Mais cette infime partie, elle est minoritaire. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui s'élèvent, vous avez vu les coups de pied qu'il y a eu ou le passement de jambes qu'il y avait au sommet de l'État à un moment donné entre certains ministres qui se trouvaient soit dans un camp ou dans un autre. Et d'ailleurs, ce qui a été occasionné par cette fracture au sein de la primature. La primature avec des ministres privilégiés, la présidence avec des ministres choyés. Et donc, ces deux éléments ont amené une sorte de crispation parce que chacun de son côté s'estimait être plus légitime à être l'interlocuteur direct de la primature. Et de l'autre côté, il y a des individus qui s'estiment être, de par la nature des choses ou par la force du pouvoir, être très proches du président. Donc, c'est une bataille rangée, très rangée, une bataille cachée entre la présidence de la République et la primature. La présidence avec ses éléments. Et la primature. Il ne devrait pas y avoir de bataille entre la présidence et la primature. Oui, il y a le duel au sein de l'exécutif. Vous savez, on a dit que le Premier ministre et le président de la République, il ne doit pas y avoir un duel. C'est un duo où, dans d'autres termes, on l'appelle le couple de l'exécutif. Mais dans le cas guinéen, dans le cas actuel, c'est un duel qui est créé parce qu'il y a des intérêts. Puis il y a des ministres proches qui sont dans le camp du président qui pensent que le Premier ministre fait tout. Non, du président ou de la présidence? Oui, du président même, pas de la présidence. Donc tous ceux qui sont du côté de la présidence se sont rangés du côté du président. Et d'ailleurs, vous allez voir cette divergence, il y a des noms qui ne sont pas cités, mais qui sont dits dans les couloirs, qui entretiennent cette crise. Parce qu'on veut voir aujourd'hui le Premier ministre chuter dans la mesure où il a certains proches à lui qui sont soit des directeurs, des DAF, parce que le dernier ménage qu'il y a eu dans les EPA et autres services où on parle argent, on pense que le Premier ministre a placé ses hommes. Et d'ailleurs, Bernard Gomou, ce qu'il a dit n'a pas prospéré. Oui, Bernard Gomou, qui était très proche de Mamadi hier, aujourd'hui, il est très distant du colonel. Et Charles White, qui brille par sa compétence, qui brille par sa fougue, qui brille par sa volonté de mieux faire les choses, même si par endroit on peut lui reprocher la méthode, les moyens qui sont à disposition, mais il profite et il bénéficie de l'onction de la présidence. Donc cette querelle, elle est entretenue un peu plus haut et il faut voir le duel entre Mamadi et Bernard Gomou. Certainement, Mamadi veut se débarrasser de Bernard en passant par par l'aspect judiciaire, parce que je vous dis quelque chose, ça ne sent pas bon dans les placards de la primature. Allez-y. Alors pour moi, le seul responsable de tout ça, c'est le président de la transition. Ah bon? Vous le culpabilisez? Oui, pour moi, c'est le seul responsable. Et je le dis parce que lui, il aurait dû tirer les leçons. C'est dans les mêmes circonstances que Mohamed Beavogui est parti. C'est le même clan qui a fait partir Mohamed Beavogui. Alors, lui, il a nommé quelqu'un à la suite de Mohamed Beavogui. S'il n'en tire pas les leçons, c'est lui le responsable. Maintenant, moi je dis aussi, il a peut-être une excuse. Soyons honnêtes, le général Mamadi Doumbouya ne connaît pas l'administration. Ce n'est pas un gestionnaire, il n'a pas géré l'État du tout. Sur ses amis. Mais ceux qui sont autour de lui auraient dû l'aider dans la gestion de ça. Mais ils ne sont pas en train de l'aider. Non, si on en est là, c'est parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Et le colonel n'a plus le général n'a plus d'excuses. Parce que ce sont les raisons qui ont amené le coup d'État. Et aujourd'hui, lui, il perpétue tous ces facteurs. Parce que la solution, c'est de responsabiliser les gens et de leur demander des comptes. Non, vous ne pouvez pas entretenir une rivalité entre votre Premier ministre et un ministre et espérer des résultats.
Vous avez nommé un Premier ministre qui a en charge de la coordination du gouvernement. Qui dispose du gouvernement et de l'administration. L'article 51 de la charte que vous-même avez élaborée de façon unilatérale. Il ne doit pas être possible que vous discutiez de la mise en œuvre d'une politique sectorielle, quelle qu'elle soit, si ce n'est en présence du Premier ministre, si ce n'est avec le Premier ministre. C'est quand celui-ci se révèle incapable, et ça, si c'est ça, vous le renvoyez, vous nommez quelqu'un d'autre. Parce que celui qui doit coordonner l'action du gouvernement doit avoir la confiance du président de la transition. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Et je vais vous dire, le problème c'est que là on est en train de parler, c'est la présidence, la primature. Dans tous les ministères, on l'a dit ici, il y a des cabinets parallèles. Il y a des cabinets parallèles. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un truc qui se multiplie, qui s'aggrave de manière échelonnée, de la base pratiquement jusqu'au sommet. Et ça, c'est à lui. C'est-à-dire, nous, quand on dit qu'il ne connaît pas l'administration, qu'il n'a pas géré, c'est le constat. Mais nous, c'est lui qui a pris le pouvoir, c'est lui qui préside aux destinées du pays. Pendant cette période-ci, si ça ne marche pas, le seul comptable, c'est lui. Que la Guinée, Dr Makale Traoré l'a dit. Que la Guinée, l'image de la Guinée soit aussi hideusement exposée sur la place publique. Depuis hier, il en est... qui peut bien diriger la primature. Il en est le seul responsable. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? On en débattra. Oui, les raisons. Comme moi, je vais être très bref là-dessus. Allez-y, oui. On n'était pas bavard. Depuis très longtemps... Si ça peut faire le dégât, il est très rapide. On n'était pas bavard. Non, c'est pas pour faire un dégât. Je dis juste... Permettez-moi de vous laisser, s'il vous plaît. Alors, ce que je veux dire, c'est que cette situation... On l'a dénoncé il y a quelques mois d'ailleurs. Nous avons une équipe dans une autre. C'est ça la réalité. En fait, et ça se transporte même au niveau des différents départements. Je suis en train de vérifier quelque chose. Il y a un secrétaire général, même quand des visiteurs, c'est-à-dire son ministre lui dit qu'il reçoit beaucoup de visiteurs et qu'il prépare quoi? Quel complot il est en train de manigancer? Pour vous dire combien de fois vous vous retrouvez, c'est-à-dire au niveau des différents directements, dans une pourriture. Dans une pourriture extraordinaire. Vous voyez des ministres, par exemple, qu'on appelle aujourd'hui des bébés hollandais, ou tout au moins des enfants gâtés, des super ministres, qui ont, en raison de leur rapport avec le président, partaient dans leur département. C'est des gens qui ne tiennent même pas les conseils de cabinet. Parce que simplement, voilà, il se dit qu'il n'a pas de compte à rendre. Du moment où il a la bénédiction du président. Mais il y en a qui en viennent aux mains dans ces conseils de ministres. Mais justement, ça c'est déjà un problème. Pour moi, être d'accord ou être très proche du président ne devrait pas être considéré comme un super pouvoir qui peut vous amener à ne pas à violer les principes basiques du à vous fonctionnement moquer de vos collaborateurs et de vous foutre même du bon fonctionnement de votre département ministériel. C'est un constat qui est alarmant. Et c'est pour cette raison la transition ne doit pas durer. La transition ne doit et pas parce durer. que malheureusement, vous partez du mal en pire et du coup, vous enfoncez davantage. Vous le permettez? Juste une seconde. Non, Cécile vous permet. Oui, non, il y a des conseils qui se tiennent régulièrement au télécom. Je dis, ce que je veux dire rapidement, c'est un aspect que j'oubliais. Vous avez vu combien de fois quelqu'un a parlé d'aveu d'impuissance? Je suis totalement d'accord. Mais on affaisse en fait l'administration, on affaisse l'État guinéen. Et vous voyez que cela intervient dans un contexte où on a besoin de beaucoup de confiance des bailleurs. Vous avez vu, quelques-uns sont témoins de tout ce qu'il y a eu lorsque notre média a traité les propos, par exemple, du ministre du budget par rapport à la presse, dans un contexte où le gouvernement s'apprêtait à aller commander de l'argent. Les gens ont pensé que ce n'était pas une bonne publicité pour le pays. Alors, que ce soit le gouvernement lui-même qui se fasse cette mauvaise publicité-là, à la veille d'un sommet où le gouvernement va aller commander 30 000 milliards ou bien demander l'engagement à hauteur de 30 000 milliards dans notre pays, je pense que ce n'est pas la meilleure publicité. Mais on se souvient de ce que le Premier ministre avait pris à l'époque, où on l'a vu même, qu'on appelle ça, jubiler la chute de, comment il s'appelle, du ministre de la Santé. Il fait partie de cette grande équipe qui est partie installer le nouveau ministre, parce que ça conforte quelqu'un qui a dit ça. Ensuite, on l'a vu à cheval par rapport au cas Yaya Sow. Il a tout de suite suspendu Yaya Sow, je pense. Et c'est son parrain de mariage? Non, je pense qu'il avait... il avait suspendu Yaya Sow. Et c'est son parrain de mariage qui est venu. Permettez-moi. Et je pense que pour Yaya Sow, il a été suspendu par le Premier ministre, non? Avant même que le décret ne soit pris pour le remplacer. Pourquoi
pourquoi dans cette défiance-là, on est 24 heures après, s'il veut vraiment nous rassurer, aucune décision. Pourquoi il ne suspendrait pas parce que Yaya Sow n'est pas égal à Charles Wright. Pourquoi il ne suspendrait pas Charles Wright? Il vous répond. Pourquoi il ne suspendrait pas Charles Wright? Et en ce moment, on se rend compte qu'en réalité, le président, comme je l'ai dit, lui a donné la tête, mais il lui retire la langue parce qu'en réalité, il n'a pas le contrôle sur tous les membres du gouvernement. Et quand c'est comme ça, comme quelqu'un l'a dit, soit vous la fermez, vous faites avec, ou vous partez. Ou parce que quand vous n'avez pas la confiance du président en tant que Premier ministre, 18 heures vous êtes là en tant que comme une marionnette. Le problème, c'est le président de la transition. Donc vous êtes d'accord avec Bokar Sambou? Je suis parfaitement d'accord avec lui. Allez-y. Je le rappelais tout à l'heure. Comment est-ce que... Parce que tout ce qui se passe, il est au courant. C'est vrai qu'on dit qu'il ne connaît pas l'administration, mais après 2 ans, 2 ans de gestion... Marwan dit qu'il ne doit plus avoir une excuse. Non, il connaît quand même. Non, mais 2 ans... Ce n'est pas une excuse. Non, c'est plutôt un défaut. Qui disait que si il est entouré de personnes qui peuvent l'aider dans ce qu'il fait. Et vous avez des ministres qui ne se parlent pas, qui ne se fréquentent pas. Quand il y a une cérémonie, le Premier ministre est quelque part, il y a certains qui viennent, d'autres ne viennent pas. Il est au courant de tout ça là. Ils font même au sein du Conseil des ministres. Depuis longtemps, il fallait même pendant le Conseil des ministres. Quelle piste le président peut se rendre compte pour sortir de cette crise, de ce grand bourbier? Ça va être le thème central de l'émission de demain